On va parler de l'UFC 217. Il y avait 3 combats pour le titre et les 3 champions ont perdu. L'UFC 217 était un des plus gros événements de la saison et il a tenu toutes ses promesses. Il se passe au Madison Square Garden. À chaque fois, il prépare une carte exceptionnelle. Il y avait donc 3 combats pour le titre. Il y avait d'autres combats très intéressants, mais je ne peux pas parler de tous les combats. Donc, je vais me concentrer sur ces 3-là qui étaient les plus importants. Et en plus, il s'est passé plein de choses intéressantes. Premier combat, Rose Namajunas contre Joanna Jędrzejczyk, la championne invaincue en titre. Moi, sérieusement, je pensais qu'elle allait se retirer invaincue. Elle était tellement au-dessus du lot là, depuis le début qu'elle est à l'UFC. Il n'y avait pas photo à chaque fois sur chacun de ses combats. Et puis là, c'est la grosse surprise. Elle se fait mettre KO au premier round. Rose Namajunas, qui était vraiment une combattante à suivre, mais j'ai l'impression qu'elle a fait de gros progrès au niveau de sa boxe et surtout de ses déplacements. Elle avait des déplacements qui étaient super bien, une gestion de la distance parfaite. Et elle finit par, dès le premier round, elle commence à toucher une première fois Joanna Jędrzejczyk. Il y en a qui disent que c'était peut-être un déséquilibre et tout ça, mais pour moi non, elle l'avait déjà touché. Joanna ne montre pas, je pense qu'elle est touchée, en tout cas ça se voit pas trop sur sa manière de bouger et tout, mais on sait jamais, ça peut quand même diminuer les temps de réaction et tout. Et ensuite on a Rose Namajunas qui fait une sorte de feinte un petit peu comme si ça allait être un direct et qui part en crochet. Et là, le crochet, elle arrive à la pointe du menton. Joanna Jędrzejczyk qui tombe par terre. Elle arrive en grand end pound et elle tape même du haut frappe. Et puis, l'arbitre est obligé d'arrêter. Une super performance de la part de Rose Namajunas. Mais moi, j'aimerais bien voir un rematch parce que on sait très bien, quel que soit le niveau, tout le monde peut se faire avoir sur un coup. Et là, je n'ai pas vu pour moi une vraie domination de Rose Namajunas parce que le KO est arrivé quasiment trop vite. Et j'ai vraiment envie de voir un rematch pour confirmer la supériorité de Rose Namajunas ou alors que Joanna Jędrzejczyk puisse dire voilà, c'est une erreur, ça arrive à tout le monde. Et j'ai rebondi et j'en suis sorti peut-être meilleur, contrairement, on sait, à Ronda Rousey qui a très mal vécu sa défaite. Là, je pense que dès le début, Joanna, elle n'était pas pareille, elle a été capable quand même d'applaudir Rose Namajunas, elle a accepté des interviews et tout, alors que Ronda Rousey, elle était partie un peu en isolement, on n'a plus entendu parler d'elle pendant des mois, elle n'a pas voulu parler à la presse, et elle n'a pas du tout réussi à rebondir, je pense, de sa première défaite contre Holly Holmes. Donc voilà, maintenant on attend la suite, mais j'espère vraiment qu'ils vont lui donner sa chance et qu'il y aura un rematch assez rapidement. Deuxième combat, c'était Cody Garbrandt, le champion en titre, contre TJ Dillashaw. Un gros passif entre les deux parce que TJ Dillashaw faisait partie du même club, le club de Uriah Faber, le team Alpha Male. Il est parti avec un des anciens coachs de là-bas, Duane Ludwig, qui a créé son propre club avec son système de pieds-points que je trouve d'ailleurs super intéressant. Mais forcément, ils ont pris ça comme une trahison. Et il y avait un gros passif entre les deux. Clairement, ils ont l'air de se détester. Ils s'entraînaient beaucoup entre eux, mais ça se passait pas toujours très bien déjà à l'époque où ils étaient dans le même club. Et donc là, on attendait ce combat avec impatience, surtout que c'était aussi une confirmation pour Cody Garbrandt, première défense de titre. Et puis, dès le premier round, on voit Cody Garbrandt qui est bien, peut-être un petit peu moins mobile que dans son combat contre Dominick Cruz, mais c'était un petit peu le boxeur contre le kicker, c'est-à-dire que TJ Dillashaw, il envoie énormément de coups de pied, il est super à l'aise sur ça, et puis Cody Garbrandt, il misait plus sur sa boxe. Il reste moins de 10 secondes dans le premier round, et on a Cody Garbrandt qui sonne TJ Dillashaw avec un overhand pendant un échange de coups. TJ Dillashaw tombe au sol, Cody Garbrandt s'apprête à continuer en grand land pound, et là, on a le gong qui sonne, il a été sauvé par le gong. Pendant la minute de repos, il a son coach Duane Ludwig qui lui dit « T'as pas besoin de préparer chacun de tes coups de pied », c'est-à-dire, ce qu'il voulait dire, c'est pas besoin de faire tout le temps des coups de poing avant les coups de pied, de faire des feintes et tout ça. Il lui a dit « Envoie tes coups de pied directement », il sait que c'est son point fort. Début du deuxième round, on voit TJ Dillashaw qui n'a pas l'air affecté par le knockdown qu'il a pris. Il est mobile, il est un peu moins mobile, mais plus parce qu'il cherche le coup dur, parce qu'à mon avis, il veut un peu se venger et essayer de mettre un knockdown aussi à son tour à Cody Garbrandt. Un moment, il fait un high kick, un switch high kick. D'ailleurs, j'en profite pour dire, j'ai souvent des commentaires
quand je fais des switch kicks dans mes vidéos, on me dit mais pourquoi tu fais ça? Ça fait un appel, c'est plus une jambe avant, la jambe avant passe derrière. Donc la plupart du temps, pour moi, c'est les gens qui connaissent pas du tout la boxe pied-point parce que c'est quelque chose d'hyper commun. Mais bref, pour ceux qui seraient encore un petit peu à douter de la capacité de cette technique à être efficace en combat, là on en a la démonstration à l'UFC pour un combat pour la ceinture. Donc pour moi, il n'y a aucun doute. Et puis il suffit de regarder plein de combats du Glory, de Box Thai et tout. On voit tout le temps des switches qui passent super bien. Donc il passe ce high kick pleine tête. On a Cody Garbrandt qui tombe mais qui arrive rapidement à se relever. Il n'a pas l'air trop sonné, mais on sait quand même qu'un coup de pied comme ça, pleine tête, ça diminue le temps de réaction. Est-ce que ce sera ça la cause de son KO quelques minutes plus tard, ou je sais même pas si c'était une minute plus tard? Pendant un échange de coups, ils partent tous les deux à un moment en crochet, et c'est TJ Dillashaw qui arrive un petit peu avant et qui sèche Cody Garbrandt. Et c'est toujours ces coups-là qui sont les pires. Parce que ce qu'on peut avoir en fait comme possibilité de contre, parfois c'est laisser l'autre faire son enchaînement, se protéger, esquiver, bloquer et remiser à la fin de l'enchaînement. Mais les contres, les pires, c'est ceux qui se passent pendant l'enchaînement de l'autre. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. On a Cody Garbrandt qui tombe par terre. TJ Dillashaw le termine très rapidement en ground and pound. L'arbitre arrête le combat. Et on a un nouveau champion de l'UFC. TJ Dillashaw est donc 2 fois champion de l'UFC. Il avait perdu sa ceinture contre Dominick Cruz et là il la récupère contre Cody Garbrandt. Maintenant on attend de voir ce qui va se passer. On a l'impression que TJ Dillashaw, lui, le combat qu'il veut, c'est Demetrious Johnson. C'est un combat qui peut être super intéressant parce que ça va permettre d'avoir une deuxième fois, comme Conor McGregor l'a fait, un champion qui a 2 titres, puisqu'on a Demetrious Johnson qui est le champion, TJ Dillashaw qui est champion dans une autre catégorie. Donc il y a forcément un des deux qui va perdre sa ceinture et l'autre qui aura 2 ceintures en même temps. Troisième et dernier combat, le grand retour de GSP, Georges St-Pierre, la méga star qui avait décidé de prendre sa retraite il y a 4 ans parce que, pour diverses raisons, il disait que c'était trop de pression pour lui, qu'il commençait psychologiquement à pu supporter toute cette pression. Il revient directement pour combattre contre la ceinture contre Michael Bisping dans la catégorie du dessus, donc il n'a pas combattu pendant 4 ans. Il y en a qui disent que prendre Bisping c'était un petit peu un combat facile, moi je suis pas d'accord sur ça. Une petite statistique qui pourra peut-être te faire changer d'avis: Michael Bisping est le combattant qui a le plus de victoires à l'UFC de toute l'histoire de l'UFC, donc c'est quand même pas rien. C'est quelqu'un qui combat depuis très longtemps mais qui a battu des grands. Il prend pas peut-être les combattants les plus jeunes et tout ça, mais il a quand même battu récemment Anderson Silva qui n'est plus au top, mais il faut quand même le battre. Il a combattu aussi Dan Anderson qui avait pourtant mis KO Hector Lombard et tout, donc qui est pas tout jeune non plus, qui a eu un petit peu de mal à bouger et tout, mais qui reste quand même très dangereux. Donc c'était pas un combat facile pour moi, pour Georges St-Pierre. On avait vu des photos, des vidéos de Georges St-Pierre à l'entraînement plusieurs mois à l'avance. Il n'avait pas l'air dans la meilleure forme de sa vie. Il avait l'air un petit peu gras, très épais. Et puis là, le jour du combat, physique massif, impressionnant. Il était vraiment, en tout cas physiquement, on voit tout de suite qu'il était bien. Dès le début du combat, on retrouve un peu Georges St-Pierre plus du début de sa carrière, qui est actif, qui n'a pas peur des échanges, qui va un petit peu à la bagarre tout en restant quand même intelligent. Par contre, Michael Bisping, moi je ne l'ai pas vraiment reconnu parce que il n'était pas très actif, lui pourtant qui met tout le temps beaucoup la pression. Je crois qu'aussi il a une sorte de record sur le nombre de coups mis par round. Peut-être c'est dans sa catégorie, je ne sais plus exactement, mais voilà, c'est quelqu'un qui a quand même un débit de frappe habituellement assez élevé. Et puis là, il était très hésitant. Donc il y a plusieurs hypothèses pour ça. La première, c'est qu'il avait peur des amener au sol de Georges St-Pierre, parce qu'on connaît ses qualités de lutteur. Il a un pourcentage de réussite sur ses amenés au sol qui est ultra élevé, toutes catégories confondues. On sait en plus qu'ils se sont entraînés en 2006 et que Georges St-Pierre, il s'est un petit peu amusé avec lui à l'entraînement. À l'époque, Michael Bisping était moins bon aussi en lutte, je pense, mais voilà, il dit qu'il a un petit peu fait la serpillière avec Michael Bisping à l'entraînement, et donc voilà, je pense qu'il y avait peut-être une question de confiance de Michael Bisping. Il avait peut-être ça dans un coin de sa tête, et il n'était pas le même combattant que d'habitude. On retrouve un Georges St-Pierre avec ses armes favorites habituelles, donc
un super jab précis qui passe bien. On a toujours les takedowns et il arrive à placer son Superman Punch du bras avant. Technique sur laquelle j'avais fait une vidéo qui a maintenant plusieurs années mais qui est toujours sur YouTube. Tu peux aller la voir, c'est toujours valable. Je t'explique pas à pas comment reproduire cette technique-là. Il arrive à la placer, à sécher Michael Bisping dessus. On voit qu'il change de niveau comme ceci. Il tombe pas mais il est sonné. Et ensuite, il arrive à enchaîner avec un coup de pied retourné circulaire. Heureusement pour Michael Bisping, c'est pas le talon qui touche, mais c'est le mollet, donc ça a forcément moins d'impact. Mais voilà, vraiment une belle, déjà un beau premier round. Ça fait plaisir de retrouver un Georges St-Pierre actif et combatif. Tellement actif que à la fin du premier round, on voit Georges St-Pierre qui retourne dans son coin un petit peu essoufflé, un petit peu de mal à respirer. Donc là, moi, je me suis dit tout de suite, oula, est-ce que le fait d'avoir monté de catégorie, il a eu le temps d'adapter son cardio, il est vraiment massif, est-ce que ça va pas un petit peu le pêcher au niveau cardio à cause de ça? Dans le deuxième round, début du deuxième round, ça va, mais on voit qu'il commence un petit peu à ralentir. Donc moi, je commençais à être inquiet pour lui parce que 5 rounds contre Bisping qui a en général un cardio impeccable et c'est toujours un rythme hyper élevé, ça peut être super long si on n'a plus de cardio. Mais il a réussi quand même malgré tout à maintenir une belle performance. Il place, je crois, encore une autre amenée au sol. Il maîtrise vraiment bien son combat, mais il se fait quand même toucher un peu, hein, mais ça le refroidit pas. Voilà, on a un Georges St-Pierre beaucoup plus combatif qu'avant, donc ça c'était vraiment cool. Ce que j'ai retenu déjà dans ce combat, la première technique, c'est celle de Georges St-Pierre. Il a fait un coup de pied de côté de la jambe arrière, donc il décale avec sa jambe avant, il envoie le coup de pied de côté au corps. C'est passé plusieurs fois, j'ai trouvé ça une technique intéressante qu'on voit pas souvent en MMA, les coups de pied de côté de la jambe arrière, c'est pas facile à placer, donc vraiment top. Ensuite, on a aussi le travail des coudes des deux côtés, c'est-à-dire que quand Georges St-Pierre a réussi à amener Michael Bisping a réussi à l'amener au sol, Michael Bisping était en garde fermée, il a réussi à l'ouvrir avec des coups de coude depuis la garde fermée, il poussait la tête, boum, il plaçait des coups de coude, il avait vraiment un super travail depuis la garde de coude qui a mis en sang Georges St-Pierre. Et ensuite, on a eu le final où on a Georges St-Pierre qui esquive une attaque de Bisping avec un coup au corps, il remonte, pointe du menton, Michael Bisping tombe au sol, et là Georges St-Pierre rentre dedans et travaille en coude depuis une garde forcément un petit peu faible de Michael Bisping parce qu'il était sonné, mais il passe des coups de coude magistraux en ground and pound. À un moment, on a Michael Bisping qui arrive un petit peu à s'échapper, qui repasse à 4 pattes pour se relever, et là Georges St-Pierre, tout de suite, il prend le dos, il l'amène, Mataleon, un étranglement classique mais magnifique, parfaitement exécuté. Et je savais déjà que Michael Bisping n'allait pas tomber. Tout de suite, je me suis dit, ça y est, il va se laisser endormir, et ça n'a pas loupé. Michael Bisping se fait sauver par l'arbitre, mais il est complètement inanimé au moment où l'arbitre arrête le combat. Retour magnifique de Georges St-Pierre. Pour moi, j'ai hâte de voir la suite. Je préférais le voir dans la catégorie d'en dessous. Je pense que pour son cardio, ce serait mieux, qu'il serait un peu plus mobile, un peu plus explosif. Mais en tout cas, c'est un retour gagnant, c'est ça le plus important. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé ma petite analyse. Et surtout, je suis curieux de savoir ce que tu as pensé de cette UFC, si tu as vu les combats, est-ce que tu as vu la même chose que moi? Donc pense à me laisser un petit commentaire pour me donner ton avis. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.